Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la deuxième partie du module M3106 de l'impôt sur les sociétés. La dernière fois nous avons vu les principes fondamentaux et notamment le mode de calcul de l'impôt sur les sociétés. Nous avions vu que l'impôt sur les sociétés était la résultante de la multiplication entre le bénéfice fiscal par un taux d'imposition. Aujourd'hui, nous allons voir comment déterminer le bénéfice fiscal, sachant que le bénéfice fiscal est tout simplement le résultat, le bénéfice comptable, qui est retraité de sorte à appliquer les règles fiscales, puisque certaines charges qu'on peut déduire en comptabilité ne sont pas déductibles, et à l'inverse, certains produits comptabilisés en comptabilité ne sont pas imposables. C'est ces différences-là qui vont nous intéresser aujourd'hui. Partie 1, donc des principes sur les produits imposables. Tout simplement, le principe fondamental, c'est qu'évidemment, la grande majorité des produits comptabilisés sont imposables, à savoir les produits d'exploitation, les produits financiers comptabilisés dans les comptes 76 et les produits exceptionnels dans les comptes 77. Donc, en principe, les produits comptabilisés sont imposables. Maintenant, évidemment, il va y avoir des exceptions, mais le principe à retenir, c'est que sans règle particulière, sans règle fiscale particulière, les produits comptabilisés sont imposables. Dans les produits d'exploitation, les comptes donc 70, les comptes 75 et les comptes 781 en comptabilité, ils sont inclus évidemment les ventes de marchandises, les recettes qui proviennent de prestations de services ou de travaux, en gros le chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires bien sûr est en principe imposable. Sont imposables également en principe les produits accessoires d'exploitation, par exemple lorsque vous facturez les frais de transport ou les frais de livraison lorsque vous vendez quelque chose. Les autres produits d'exploitation, donc par exemple les écarts de paiement, si vous avez un peu plus de paiement que vous aviez facturé. Et enfin les reprises sur dépréciation et sur provision qui sont inscrits dans les produits d'exploitation. Donc une reprise de provision sur créance douteuse, évidemment, sera imposable. Donc, l'ensemble de ces produits d'exploitation, en principe, sont imposables. Deuxième catégorie de produits financiers qui sont en principe imposables, ce sont les produits financiers, donc les produits comptabilisés dans les comptes 76 et 786. Donc, en résumé, vous avez les revenus de portefeuille de titres, donc lorsque vous recevez des dividendes d'actions que la société possède, ces dividendes-là sont évidemment imposables. Lorsque vous recevez des intérêts, donc les produits de créance, lorsque vous recevez donc des intérêts, ces intérêts sont bien entendu imposables. Lorsque vous recevez des intérêts sur des contrats à terme d'instruments financiers, évidemment c'est imposable. Lorsque vous réalisez des gains de change, c'est-à-dire que lorsque vous facturez lorsque vous facturez une prestation et que par le gain des taux de change, un mois plus tard, vous recevez plus d'argent que initialement prévu, bien évidemment, ce gain de change est imposable. Et lorsque vous faites une reprise de provision, une reprise de dépréciation sur des produits financiers, évidemment, ces reprises-là sont imposables. Pour précision, qu'est-ce qu'une dotation aux provisions et qu'est-ce qu'une reprise sur provision? Déjà, une reprise de provision ne peut exister que s'il y a une provision. Une provision, pour rappel, c'est lorsque vous avez une valeur à l'actif, par exemple, là, dans le cas présent, une action ou une obligation. Lorsque cette action, en fin d'année, a perdu de la valeur, pour de multiples raisons, si les cours de bourse se sont effondrés, potentiellement, les actions que vous possédez ont perdu de la valeur. Dans ce cas-là, vous réalisez une dotation de provision. C'est-à-dire qu'on comptabilise une charge potentielle, donc une charge potentielle qui n'est pas encore réalisée, mais une charge potentielle. Et admettons l'année suivante, le cours de l'action s'est rehaussé et que finalement cette perte potentielle n'existe plus, vous allez effectuer ce qu'on appelle une reprise de provision. Cette reprise de provision est un produit qui est imposable. Passons maintenant aux produits exceptionnels.
les produits exceptionnels sont les produits comptabilisés en 77 787. Les produits exceptionnels, en principe, sont évidemment imposables, comme notamment les subventions, les indemnités, par exemple sur procès. Vous avez intenté un procès civil contre un tiers, et vous avez gagné ce procès, vous avez gagné des dommages et intérêts, eh bien ces indemnités-là seront imposables. Des indemnités d'assurance, une assurance qui vous rembourse parce que vous avez eu un dommage, vous avez par exemple eu un toit qui s'est effondré suite à des intempéries, vous allez recevoir une indemnité de l'assurance pour payer justement les réparations. Cette indemnité sera imposable. Lorsque vous avez des produits de cession d'actifs, alors les produits de cession d'actifs, c'est quoi? C'est lorsque vous possédez une immobilisation que vous cédez, eh bien le produit de la vente est évidemment imposable. C'est ce qu'on appelle, c'est le produit de cession de l'actif. Vous possédez une voiture de société, cette voiture est cédée par la société, eh bien elle est cédée contre bien de l'argent, c'est un produit, eh bien ce produit-là est imposable. Et enfin, les reprises sur provision, eh bien, qui sont inscrites dans les produits exceptionnels sont évidemment également imposables. Je rappelle, reprise sur provision, ça n'existe que si vous aviez une provision au bilan. Une provision, c'est lorsqu'il y a une perte potentielle. Eh bien, lorsque cette perte potentielle disparaît, vous faites une reprise de provision. Cette reprise de provision est imposable. Donc tous ces produits, que ce soit les produits d'exploitation, les produits financiers ou les produits exceptionnels, eh bien ces produits sont imposables au titre d'un exercice lorsque la créance est née au cours de cet exercice. Je rappelle, un produit va naître au cours d'un exercice. En contrepartie, vous aurez forcément une créance. Il y a forcément quelqu'un qui vous doit d'argent en général. Alors, pour les ventes de marchandises, rappelons-le que la créance se crée au moment de la livraison. Pour une prestation de service, la créance, elle se crée au fur et à mesure de l'exécution des travaux. Donc ces produits sont imposables à ces moments-là. Ces principes sont exactement les mêmes que les principes comptables. Donc ce que vous avez vu en comptabilité, c'est lorsque vous enregistrez un produit dans le compte de résultat, fiscalement, c'est également imposable au même moment que lorsque vous avez inscrit un produit en comptabilité. Donc, puisque ça suit le même principe des créances acquises et des dettes engagées. Donc, on a bien compris, si vous avez comptabilisé un produit en cours d'exercice, fiscalement, ça suit exactement le même régime. Le produit sera imposable au cours de l'exercice dans lequel il a été comptabilisé. Maintenant que nous avons vu les principes, évidemment, et nous allons voir les exceptions. Et à la limite, je dirais que c'est plus ces exceptions qui vont être à retenir, puisque en principe, on l'a bien compris, ce que vous avez comptabilisé dans le résultat comptable, c'est imposable. Maintenant, qu'est-ce qui est comptabilisé dans le résultat comptable, mais qui n'est soit pas imposable, soit imposé de manière différente? Donc c'est ce qu'on va voir maintenant dans les particularités, c'est-à-dire les exceptions dans les produits imposables. Commençons par le début, dans les produits d'exploitation. Certains produits d'exploitation ont des particularités. C'est le cas par exemple des redevances sur brevet, des redevances sur licence d'exploitation qui sont inscrites dans l'actif immobilisé depuis au moins 2 ans. Pour bien comprendre cette exception, déjà comprenons bien qu'est-ce qu'un brevet ou une licence d'exploitation. Un brevet notamment, c'est un titre de propriété industrielle qui permet d'utiliser, d'avoir l'exclusivité de l'exploitation sur cette invention. Donc lorsqu'une entreprise, une société possède un brevet, qu'elle le met à disposition d'une autre société et qu'elle reçoit en contrepartie une redevance, donc elle reçoit une somme d'argent en contrepartie de la mise à disposition du brevet, ce sont des redevances sur brevet. Dans ce cas-là, attention, ces redevances sur brevet ou sur les licences d'exploitation ne sont pas imposables au taux normal. Donc même si la société est imposée à un taux normal de 28%, ce ne sera pas le taux de 28% qui seront appliqués à ces redevances. Ce sera un taux particulier qui est donc le taux des régimes des plus-values à long terme, c'est-à-dire un taux de 15%. Donc,
on va les exclure. Ces redevances, ces produits sur redevances vont être exclus du résultat fiscal pour qu'ils soient imposés de manière différente. On va donc retrancher du résultat fiscal le montant des redevances acquises. Donc on va retrancher le montant redevances acquises moins les éventuels frais de gestion de la concession. Ce qui va se passer donc, c'est qu'on va avoir le résultat comptable, on va soustraire les produits liés à ces redevances de brevets et ces redevances de licence d'exploitation. Comme ça, on aura un bénéfice fiscal sans ces redevances. Et parallèlement, ces produits, les produits des redevances de brevets et les produits des redevances de licence d'exploitation, seront imposés à un taux fixe de 15%. D'accord ? Donc on voit bien qu'on aura d'un côté l'imposition du résultat de l'entreprise courant et de l'autre côté une imposition vraiment à part à 15% pour uniquement les redevances de brevets et des licences d'exploitation. Voilà donc pour ce qu'on a vu là pour les produits d'exploitation. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'exceptions dans les produits d'exploitation. Donc maintenant, nous allons passer aux produits financiers. Les exceptions, donc les particularités des produits financiers. Je rappelle que en principe, tous les produits financiers sont imposables à l'impôt sur les sociétés, au taux de 15 ou 28%. Maintenant, dans les produits financiers, vous avez une particularité, notamment sur les dividendes. Les dividendes, je rappelle, ce sont des produits qu'on reçoit de ses filiales, qui sont donc lorsque notamment ces filiales réalisent des bénéfices. Lorsque les filiales réalisent des bénéfices, il peut potentiellement, si les actionnaires le décident, avoir une remontée des résultats. C'est-à-dire que les résultats, le bénéfice, sont distribués aux actionnaires. Et donc, cette distribution, ce sont les dividendes. Donc, lorsqu'une société reçoit des dividendes, il y a deux cas de figure possibles. Donc, on a deux catégories de capitaux mobiliers. Donc, soit vous recevez des dividendes de valeur mobilière de placement, ou soit ce sont des dividendes de filiales. En fait, cela va dépendre de l'implication de la société dans la société qu'elle possède, dans les actions qu'elle possède. Lorsque ce sont des actions possédées uniquement pour faire fructifier de la trésorerie, ce sont dans ce cas-là des valeurs mobilières de placement, vous l'avez dû le voir en compta. Eh bien, les dividendes issus d'actions, actions considérées comme valeurs mobilières de placement, eh bien, ces dividendes de VMP sont imposés dans le régime de droit commun, c'est-à-dire qu'elles seront imposées avec le bénéfice comptable, tout ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire pas de retraitement particulier. En revanche, lorsque la société reçoit des dividendes de titres de participation, donc ça veut dire qu'elle reçoit des dividendes d'actions de sociétés dont elle a une vraie emprise en termes de gestion sur ces sociétés, c'est-à-dire que c'est une société qu'elle contrôle et qu'elle a un vrai contrôle sur cette société-là. Dans ce cas-là, ces dividendes-là sont également imposés dans le régime de droit commun. Mais, dans ce cas-là précis, il y a une option possible. Cette option s'appelle l'option dite des sociétés mères et filiales. Donc cette option, je le rappelle, n'est possible que sur des dividendes reçus de titres de participation, c'est-à-dire des dividendes reçus de sociétés dans lesquelles on a une vraie emprise sur la gestion de sa filiale. Le régime des sociétés mères et filiales est une option donc qui ne peut être exercée que par une société qui exerce un vrai pouvoir de décision dans les décisions prises par la filiale. Donc on a un vrai pouvoir sur la filiale possédée. Sur option, donc ce régime permet de bénéficier d'une exonération des dividendes reçus par cette filiale. Pour bénéficier de ce régime, deux conditions impératives à retenir absolument, c'est de détenir au moins 5% du capital de sa filiale et de conserver les titres pendant au moins 2 ans. Donc vous voyez, il y a vraiment une notion de long terme, on n'est pas sur un placement financier uniquement pour faire fructifier la trésorerie, on est vraiment sur l'idée de posséder, d'avoir un contrôle de sa filiale pendant quand même une période assez longue. Dans ce cas-là, les dividendes perçus ne seront pas imposables, sauf une quote-part de frais et charges évaluée à 5%. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que 95% des dividendes ne seront pas imposables. Et donc, lorsqu'on va retraiter le résultat comptable, on va déduire extra-comptablement 95% des dividendes perçus de ces filiales qui sont dans l'option du régime des sociétés mères et filiales. Deuxième
particularité dans les produits financiers. Les gains de change latents. Qu'est-ce qu'un gain de change latent avant même de commencer? Il s'agit d'un gain probable mais qui n'est pas réalisé, c'est-à-dire dont on n'est pas certain que ce gain va être réellement réalisé et pour cette somme, qui est égal à la différence de la valeur entre une dette ou une créance entre le moment où il a été comptabilisé et la clôture de l'exercice. Donc par exemple, lorsque vous avez une dette dont la valeur a diminué entre le moment où elle a été comptabilisée et la fin de l'exercice, ou à l'inverse, lorsqu'une créance, la valeur d'une créance a augmenté entre le moment où elle a été comptabilisée et la fin de l'exercice. Ces gains de change latents à la clôture de l'exercice sont enregistrés dans des comptes de tiers clients ou fournisseurs afin de faire apparaître en comptabilité la bonne valeur de la dette. Mais aucun produit n'est comptabilisé en compte 7. Je rappelle, en comptabilité, on a un principe de prudence et donc on ne comptabilise en produit que les gains dont on est certain qu'ils seront acquis. Or, dans ce cas, ce gain n'est absolument pas certain. Il est possible, probable, mais pas certain. Donc, ils ne sont pas comptabilisés en comptabilité. Eh bien, en fiscalité, cette particularité n'est pas valable, dans le sens où, fiscalement, les produits issus de gains de change, même s'ils ne sont pas comptabilisés, doivent être imposés. Donc, même si ces produits-là ne sont pas comptabilisés, ces produits-là sont imposés à l'impôt sur les sociétés. Prenons un exemple. Vous avez acheté des marchandises le 15 octobre pour 1000 $. Ok? Donc 1000 $, les marchandises. Vous avez enregistré donc le 15 octobre cette facture de 1000 $, mais vous l'avez enregistré, vous l'avez converti en euros, parce que je rappelle, en comptabilité, on n'a pas plusieurs devises, on enregistre tout en euros. Au 15 octobre, ces 1000 $ valaient 771 €. Donc je devais à mon fournisseur 771 €. Le 31 décembre N, je n'ai toujours pas payé cette dette. Mais cette dette ne valait plus, en fonction du taux de change euro-dollar, il ne valait plus que 758 €. Donc à l'origine, quand j'ai acheté les marchandises, je devais 771 € à mon fournisseur. Aujourd'hui, si je devais le payer tout de suite, je ne lui dois plus que 758 €. Je réalise donc un gain de change latent de 13 € puisque ma dette a diminué. En termes comptables, eh bien, vous allez augmenter la dette fournisseur dans le compte 401 de 13 €, avec en contrepartie un compte 477. Conclusion de l'écriture, seuls les comptes de tiers sont comptabilisés. On n'a pas eu d'impact sur le résultat. Vous avez vu, on ne comptabilise pas de produit de compte 7 dans cette écriture. Cependant, fiscalement, eh bien, le Code général des impôts n'est pas en accord avec les règles comptables. En comptabilité, principe de prudence, on ne va comptabiliser des produits que lorsqu'on est certain d'obtenir ces produits. Or, les gains de change latents ne sont pas certains. En fiscalité, on n'a pas cette même problématique. Le Code général des impôts va vous dire, vous avez un gain probable, eh bien moi je veux que ce gain soit imposable. Donc, pour rendre ce gain imposable, on va réintégrer de manière extra-comptable au moment du dépôt du bilan, eh bien, ce gain de change latent. Donc, en reprenant l'exemple, le résultat, si par exemple, cas imaginaire, le résultat comptable était de 1000 €, eh bien, on devrait augmenter ce résultat fiscal de 13 € pour prendre en compte les gains de change latent. Le résultat fiscal serait donc de 1000 €, le résultat comptable, auquel on rajouterait 13 € de gains de change latent, qui n'étaient pas comptabilisés dans le bénéfice comptable. Autre cas de particulier dans les produits financiers, les reprises de provisions sur perte de change latent. Déjà, ce cas de figure-là ne se présente que lorsque vous avez réalisé une dotation en provision en une année N-1, vous avez réalisé une dotation en provision en N-1 pour une perte de change latente, c'est-à-dire le cas de figure inverse de tout à l'heure, c'est-à-dire vous aviez une dette qui a augmenté en valeur suite aux variations des cours de change, ou à l'inverse, vous aviez une créance qui a perdu de la valeur parce que les cours de change ont fluctué en votre défaveur. Comptablement, vous avez constaté une dotation en provision, donc vous avez constaté une charge qui, attention, cas particulier, cette dotation n'est pas déductible. Donc ce risque de perte potentiel
a été comptabilisé en comptabilité, mais n'est pas déductible fiscalement. D'accord? Donc ça, c'est un point important. Eh bien, l'année suivante, lorsque vous allez annuler cette provision pour perte de change latente, vous allez annuler cette provision pour perte de change latente, soit parce que la perte s'est réellement réalisée, soit parce que eh bien, cette perte finalement a disparu. Vous allez donc reprendre cette provision. Eh bien, cette reprise de provision ne sera pas imposable. Là, d'une certaine manière, c'est logique, hein, la dotation en provision n'était pas déductible, la reprise de la provision ne sera pas imposable. En revanche, par rapport à ce qu'on a vu juste dans le cas précédent, il y a quand même une notion quand même illogique. Hein. Lorsque vous avez une perte potentielle liée à des fluctuations des cours de change, cette perte potentielle n'est pas déductible. Par contre, lorsque vous avez un gain financier lié à des fluctuations de cours de change, eh bien ces produits-là sont imposables. Donc, une perte potentielle sur des cours de change eh bien, ne sera pas déductible. Un gain potentiel eh bien, sera imposable. Bon, maintenant, voyons les particularités dans les produits exceptionnels. Eh bien, de la même manière que ce qu'on vient juste de voir, lorsque vous avez réalisé des provisions en N-1 pour des amendes ou des pénalités, donc vous avez une amende ou vous avez un procès qui n'a pas été jugé, mais vous savez que vous allez avoir une perte sur votre patrimoine, vous allez faire une dotation en provision. Donc une charge, vous allez comptabiliser une provision. Cette dotation en provision ne sera pas déductible en N-1. Donc lorsque vous allez annuler cette provision, soit parce que le risque s'est réalisé, soit parce que le risque n'existe plus, eh bien cette reprise ne sera pas imposable. Autre produit exceptionnel non imposable, les crédits d'impôt, dont l'impôt n'est pas déductible, comme par exemple l'impôt sur les sociétés. Eh bien, ces crédits d'impôt ne sont pas soumis à impôt sur les sociétés. Donc par exemple, il fut à l'époque le CICE, crédit d'impôt compétitivité emploi, le crédit d'impôt recherche, le crédit d'impôt apprentissage. Tout ce qui est crédit d'impôt qui vont diminuer la valeur de l'impôt sur les sociétés, ce sont des produits qui ne seront pas imposables. En effet, eh bien, l'impôt n'étant pas déductible, eh bien, des crédits d'impôt sur ces impôts-là ne seront pas imposables. Autre particularité qui ont lieu en ce moment, par exemple, vous savez qu'en ce moment, avec la crise de la Covid, les entreprises reçoivent des subventions, reçoivent des crédits d'impôt pour les soutenir pendant la crise. Notamment, ils reçoivent par exemple des aides au titre du Fonds de solidarité. Eh bien, ces aides ne sont pas imposables. Donc, vous avez sans doute entendu parler des 1 500 €, et voire même des 10 000 € qui vont être offerts aux entreprises pour le deuxième confinement. Eh bien, ces aides-là ne seront pas imposables. Donc, nous avons vu les particularités et les principes des produits. Donc, nous allons voir maintenant, en troisième partie, les charges, et notamment les charges déductibles. Alors, les charges déductibles, en principe, quelles sont-ils? Eh bien, pour être déduite fiscalement du résultat, il y a 3 conditions de fond à respecter. Donc, 3 conditions à respecter de manière cumulative. Hein. Donc, il faut que les 3 conditions soient respectées pour que la charge soit déductible fiscalement. Je rappelle, on avait vu un peu ces principes-là lorsqu'on avait fait l'impôt sur le revenu. Vous vous souvenez qu'on avait vu les conditions de fond et les conditions de forme pour que certaines charges soient déductibles dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Sachez que les règles qui s'appliquent pour l'impôt sur les sociétés sont sont les mêmes que ce qu'on a vu l'année dernière en BIC, avec quelques particularités sur l'impôt sur les sociétés, mais en principe, tout ce qu'on a vu en BIC, et notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les TD, je vous avais mis tout un laïus avec les différentes charges déductibles et charges non déductibles, et ce laïus qui était valable pour les BIC est toujours valable pour l'impôt sur les sociétés. Donc si vous l'avez toujours, je vous invite à le reprendre. Donc pour être déductible, 3 conditions impératives sont à respecter. La dépense ou la charge doit être engagée dans l'intérêt de l'entreprise, bien évidemment, ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise. Tout ça paraît somme toute logique. Elle doit se traduire par une diminution à terme, hein, que ce soit immédiat une diminution à terme de l'actif net. Donc une diminution soit de trésorerie ou une diminution de tout autre actif, ça peut être une diminution de stock, une diminution des créances, peu importe, voilà, c'est une diminution de l'actif net.
la dépense ou la charge ne doit pas être frappée d'interdiction de déductibilité par la loi. Notamment, un certain nombre d'exceptions qu'on va voir juste après. Sur la forme, pour pouvoir être déduite fiscalement du résultat, il y a quand même aussi des conditions de forme. On a vu des conditions de fond, maintenant il y a les conditions de forme. Tout d'abord, les charges qui ont été comptabilisées doivent être justifiées par un document justificatif. Enfin, certaines charges, pour être déductibles, doivent faire l'objet d'une déclaration sur un formulaire qui s'appelle le formulaire 2067. C'est le cas notamment des cadeaux si leur montant excède 3 000 € par exercice. Les frais de restaurant, réception et spectacle doivent être déclarés sur ce formulaire également s'ils dépassent 6 100 € pour l'exercice. Et enfin, les frais de déplacement des personnes les mieux rémunérées lorsque le total est supérieur à 15 000 €. Donc tous ces frais-là doivent être récapitulés sur le formulaire 2067. En principe, et ce principe est identique au principe comptable, les charges sont déductibles au titre de l'exercice au cours duquel elles ont été engagées. Bon, ça suit la comptabilité. Il existe deux grandes catégories de charges déductibles. Ça, c'est important pour la suite. Vous avez les charges constatées et qui sont décaissables, qui vont entraîner une sortie de trésorerie. C'est le cas des achats, des frais généraux, donc services extérieurs, impôts, charges de personnel, charges financières exceptionnelles, participation des salariés. La plupart des charges sont décaissables, vont entraîner une sortie de trésorerie. Ça, c'est la première catégorie. Et vous avez la deuxième catégorie qui sont des charges calculées et qui ne sont pas décaissables, comme par exemple les dotations aux amortissements. Les dotations aux amortissements, elles ne vont pas entraîner une sortie de trésorerie puisque, en principe, les immobilisations ont déjà été payées. Donc les dotations aux amortissements ne vont pas entraîner de sortie de trésorerie. Les dotations aux dépréciations ou les dotations aux provisions non plus sont des charges calculées qui n'entraîneront pas de sortie de trésorerie, en tout cas n'entraînent pas de manière certaine. De la même manière que nous l'avons vu pour les produits, donc là pour les charges, nous allons voir les particularités. Donc là en principe, vous avez vu que les charges déductibles, pour être déductibles, devaient respecter des conditions de fond et des conditions de forme. Maintenant, on va voir quelles sont les particularités des charges décaissables, notamment dans quel cas la loi interdit de déduire certaines charges. Donc, le Code général des impôts définit un certain nombre de charges, et de charges économiques, donc des charges qui ont été comptabilisées dans les comptes 6 en comptabilité, mais qui fiscalement ne sont pas déductibles du fait de textes législatifs qui interdisent leur déduction au titre de l'impôt sur les sociétés. C'est le cas notamment de certaines dépenses somptuaires, on en avait vu l'année dernière, souvenez-vous, dépenses de chasse, de pêche, de vacation, même si elles sont engagées dans l'intérêt de l'entreprise. Certains impôts et taxes sont non déductibles. Pareil, on en avait vu un certain nombre l'année dernière, c'était plutôt l'impôt sur le revenu, mais là cette année ce sera l'impôt sur les sociétés et notamment une autre taxe qui n'est pas déductible et qui est assez importante, la taxe sur les véhicules de société. Autre charge non déductible, les pénalités sur obligations fiscales et sociales, on en avait vu l'année dernière. Les dons, alors attention les dons, puisque les dons, les dons ne sont pas déductibles fiscalement, mais certains dons ouvrent droit à un crédit d'impôt de 60%, dont le montant est limité à 5 pour 1000 du chiffre d'affaires de la société. Et les amendes pénales, également, ne sont pas déductibles fiscalement. Alors, ce sont des exemples, il y en a bien d'autres, mais ce sont les principales que l'on va voir. D'autres charges sont, sur le fond, déductibles, mais sont déductibles dans la limite d'un certain plafond. C'est le cas notamment des véhicules de tourisme, par exemple. Les véhicules de tourisme, l'acquisition d'un véhicule de tourisme sera limitée par un plafond, dont on verra les modalités d'application en TD. Donc, en principe, tant que ce montant n'est pas dépassé, vous pourrez déduire l'intégralité du montant. Par contre, si le montant de l'acquisition dépasse un plafond, vous ne pourrez déduire que la valeur du plafond et la partie située au-delà du plafond ne sera pas déductible. C'est le cas également pour les jetons de présence. On n'en verra pas particulièrement, mais il faut savoir que les jetons de présence perçus dans les SA ou dans certaines SAS, ces jetons de présence versés au conseil d'administration
eh bien, sont déductibles, mais dans la limite d'un certain montant. Et enfin, ça on le verra également, ça par contre on le verra en TD, les intérêts de compte courant d'associés, eh bien ces intérêts-là, s'ils ne dépassent pas un certain plafond, sont déductibles. Par contre, s'ils dépassent le plafond, eh bien seules les charges dans la limite de ce plafond sont déductibles, le reste est non déductible. Les intérêts de compte courant d'associés, qu'est-ce que c'est, c'est lorsque un associé, un actionnaire prête de l'argent à la société. Lorsque ce prêt est effectué, s'il y a lieu de verser des intérêts, donc s'il y a une rémunération de ce prêt, eh bien, ces intérêts, eh bien, ce sont des intérêts de compte courant d'associés. Donc, concernant les véhicules de tourisme, comme on l'a vu juste dans le slide d'avant, les véhicules de tourisme, que ce soit des redevances de crédit bail, que ce soit un véhicule acquis en direct ou qu'il y ait une location longue durée, eh bien, il y a un plafond. Ce plafond, il sera fixé en fonction du degré de pollution du véhicule. Plus le véhicule sera polluant, moins on pourra déduire de charges sur ce véhicule. Et à l'inverse, plus le véhicule sera propre, plus on pourra déduire de charges d'acquisition ou de location de ce véhicule. Ce barème, en fonction de la pollution, vous l'avez sous les yeux, il sera dans le TD, donc inutile de le prendre en photo. Vous l'aurez dans le TD, mais voilà, juste pour vous donner une illustration. Donc là, le tableau, comment il se lit, vous avez l'année d'acquisition ou de location du véhicule sur la colonne de gauche. Donc en fonction de l'année d'acquisition du véhicule, eh bien, donc par exemple un véhicule acheté en 2020, en fonction du nombre de grammes de CO2 par kilomètre émis par le véhicule, eh bien, vous pourrez déduire plus ou moins de charges sur ce véhicule. Donc vous voyez qu'un véhicule qui serait complètement propre, vous pourrez y déduire jusqu'à 30 000 € de charges sur ce véhicule. Un véhicule qui serait relativement sale, qui émettrait plus de 136 grammes de CO2 par kilomètre, eh bien on ne peut déduire que 9 900 € de charges. Donc vous voyez, plus le véhicule est polluant, moins on peut déduire de charges. Plus le véhicule est propre, comme ici, plus on peut déduire de charges. Concernant les jetons de présence, donc comme je vous l'indique, les jetons de présence, eh bien, leur déduction est limitée à un certain montant qui varie en fonction du nombre de salariés. Si la société possède moins de 5 salariés, on ne peut déduire que 457 € par administrateur. Si la société possède entre 5 et 200 salariés, on pourra déduire uniquement au maximum 5% multiplié par la moyenne annuelle des 5 plus hautes rémunérations de l'entreprise par le nombre d'administrateurs. Et s'il y a plus de 200 salariés, eh bien c'est 5% multiplié par la moyenne annuelle des 10 plus hautes rémunérations brutes de l'entreprise par le nombre d'administrateurs. Concernant les intérêts de compte courant d'associés. Donc les intérêts versés aux associés en rémunération de leurs prêts consentis à la société, eh bien ils sont déductibles si le capital déjà de la société est entièrement libéré. Donc si les actionnaires ont versé l'intégralité du capital. Et les intérêts sont déductibles dans la limite du taux effectif moyen des établissements de crédit sur les prêts à taux variable. Alors, ce terme très barbare est en fait est fourni par l'administration tous les mois. Donc tous les mois, ce montant-là, ce taux-là est fourni. Donc, si vous versez un taux d'intérêt supérieur à ce taux fourni par l'administration, eh bien, la partie située au-delà du taux fourni par l'administration ne sera pas déductible. Toujours dans l'optique d'un plafond. Autre particularité, alors autre type de particularité, puisque certaines charges ont des règles de déduction particulières, notamment pour les participations des salariés, pour l'assurance sur les personnes ou pour des abandons de créances. Donc ces déductions-là ont des règles de déduction très particulières. Première d'entre elles, la participation des salariés. La participation des salariés, eh bien la charge ne sera déductible qu'au moment où on versera la participation. Et effectivement, habituellement, les charges sont déductibles au moment où la dette est constatée. Eh bien, là, dans ce cas présent, eh bien, la charge sera déductible au moment où cette participation sera effectivement versée aux salariés. Donc, très particulier. Autre cas particulier dans les charges. Les primes d'assurance vie. Les primes d'assurance vie ne sont pas déductibles au moment de leur versement, c'est-à-dire au moment où vous payez l'assureur. Donc l'entreprise, lorsqu'elle paye des cotisations à l'assurance, ces cotisations, ces primes, ne sont pas déductibles. Lorsque l'événement survient, donc lorsqu'il y a le décès de la personne assurée,
lorsque l'indemnité est versée. Donc évidemment, l'indemnité versée sera soumise à impôt sur les sociétés, donc cette indemnité sera imposable. Et les primes versées tout au long du contrat deviendront déductibles à ce moment précis. Donc on comprend bien que au moment où les cotisations sont versées, ces cotisations-là ne sont pas déductibles. Par contre, lorsque les indemnités sont versées, eh bien les primes, les cotisations vont devenir enfin déductibles au moment où l'événement malheureux surviendra. Deuxième type d'assurance sur les personnes, donc les primes d'assurance dénommées hommes clés. Donc lorsque vous assurez un salarié qui est clé dans l'entreprise, afin d'obtenir un versement d'argent lorsque un événement malheureux surviendrait, eh bien les primes d'assurance hommes clés sont déductibles au moment de leur versement. Donc vous versez les cotisations au moment de leur versement. Par contre, il y a une particularité sur l'imposition de l'indemnité. L'indemnité versée par l'assurance pourra être imposée sur option sur 5 années. L'indemnité pourra être imposée, étalée, c'est le cas de le dire, plutôt étalée sur 5 années si la société le souhaite. Troisième cas de figure des assurances liées à une personne, les primes d'assurance décès liées à un emprunt. C'est-à-dire lorsque la société contracte un emprunt, la banque est tout à fait en mesure de demander, ou c'est sur option, ou si la société le souhaite, assurer le prêt sur une personne. C'est-à-dire si la personne qu'on va considérer comme clé, évidemment c'est une personne dont l'activité est fortement liée, si cette personne décède, l'emprunt serait remboursé. Donc, vous contractez un emprunt, vous contractez une assurance pour prévoir le cas où une personne clé décéderait. Dans ce cas-là, si cette personne décède, le prêt est remboursé par l'assurance. Donc, c'est le cas des assurances liées à un emprunt. Les primes sont déductibles au moment du versement, si et seulement si l'assurance a été rendue obligatoire par le prêteur. Ça veut dire si la banque, pour prêter de l'argent à la société, a demandé de manière impérative que la personne, en général c'est le chef d'entreprise en général, soit assurée. Dans ce cas-là, les primes versées sont déductibles au moment du versement. Par contre, si c'est la société qui a demandé l'assurance, dans ce cas-là, les primes ne seront déductibles qu'à la fin du contrat, donc à la fin du contrat de prêt, lorsque le prêt sera remboursé, ou si l'événement assuré survient, donc si la personne assurée décède ou lui arrive un accident grave, par exemple. Concernant des contrats souscrits au profit des salariés, alors quand on dit au profit des salariés, c'est-à-dire notamment en cas de malheur qui leur arriverait et que le salarié ou leur famille reçoivent une indemnité. Dans ce type de contrat, donc c'est plutôt des contrats de type prévoyance ou mutuelle, les primes sont déductibles au moment de leur versement. Il n'y a pas de particularité sur les contrats d'assurance souscrits au profit de salariés. Autre cas particulier des charges décaissables, un cas assez complexe, ce sont les abandons de créances. Donc, lorsque vous abandonnez une créance, c'est-à-dire que vous aviez par définition une créance. Donc, si vous abandonnez une créance, pour vous, pour la société, en tout cas, c'est une charge. Lorsqu'une société abandonne une créance qu'elle possédait sur un tiers, cet abandon de créance, c'est une charge. Vous avez deux cas de figure possibles. Le premier cas de figure, c'est lorsque la créance est abandonnée pour des raisons commerciales. Par exemple, vous avez un gros client, ce gros client, vous lui abandonnez une créance parce que parce que c'est quelqu'un qui est très fidèle et qui est là depuis longtemps, ce montant est déductible en totalité sans problématique particulière. Le montant, donc la société qui a abandonné la créance peut déduire le montant de l'abandon sans problématique particulière. Évidemment, la société qui, de l'autre côté, bénéficierait de cet abandon de créance, donc une société qui est dont la dette est abandonnée, évidemment, cet abandon de dette, qui est un produit, sera imposable. Donc, l'abandon de créance pour raison commerciale est déductible pour la société qui abandonne la créance. Elle sera imposable pour la société qui est bénéficiaire de l'abandon de créance. Cas de figure beaucoup plus compliqué, c'est le cas de figure lorsqu'une société abandonne une créance pour une raison financière. Donc, l'abandon de créance pour raison financière, c'est dans le cas de groupes de sociétés. Donc, une société qui possède une ou plusieurs autres sociétés. Donc, c'est des groupes de sociétés avec une société, on va dire, holding et des filiales. En principe, cet abandon-là n'est pas déductible.
Mais qui dit qu'il y a un principe? Si je dis qu'il y a un principe, c'est qu'évidemment, il y a des exceptions. Alors, les exceptions l'exception va devoir s'analyser au vu de la situation nette de la filiale qui bénéficie de l'abandon. Donc, il faut regarder quelle est la situation financière de la société qui bénéficie de l'abandon de créances. Pour cela, on va devoir analyser une notion clé qui est l'actif net ou appelé les capitaux propres, c'est-à-dire la différence entre l'actif, donc ce que possède une société, diminué des dettes, donc ce que doit une société aux personnes extérieures. Donc on va devoir analyser la situation de l'actif net ou des capitaux propres. Premier cas de figure, le cas où la situation nette de la filiale est négative avant et après l'abandon de créances. Donc le cas de figure où il y a plus de dettes, que d'actifs, d'accord, avant l'abandon de créances. Suite à l'abandon de créances, eh bien, vous voyez que les dettes sont plus faibles, mais le montant des dettes est toujours plus important que l'actif. Et bien dans ce cas-là, la charge est entièrement déductible pour la société qui abandonne la créance. Donc lorsqu'une holding lorsqu'une société abandonne une créance pour des raisons financières et que la société qui bénéficie de l'abandon de créance a plus de dettes que d'actifs avant et après, et bien dans ce cas-là, la charge est déductible pour la société qui abandonne la créance. Deuxième cas de figure, le cas où la situation nette de la filiale est négative avant l'abandon de créance. Mais attention, la situation nette de la filiale devient positive après l'abandon de créance. Donc, devient positive, pourquoi? C'est-à-dire qu'il y a suite à l'abandon de dette, eh bien, l'actif est supérieur au montant des dettes. Et bien, dans ce cas-là, la charge est déductible pour la société qui abandonne la créance à hauteur du montant de la situation négative antérieure, plus le pourcentage du capital détenu par les autres associés, multiplié par la part de l'abandon qui excède la situation négative. Donc, on pourra déduire, grosso modo, le montant de la situation nette négative, et sur la partie qui rend la situation positive, uniquement le pourcentage détenu par les autres actionnaires. Dernier cas de figure, le cas où la situation nette de la société qui reçoit l'abandon de créance, eh bien, le cas où la situation nette de la filiale avant et après l'abandon de créance est positive. Donc là, avant l'abandon de créance, il y avait plus d'actifs que de dettes, et après l'abandon de créance, forcément, il y a plus d'actifs que de dettes. Et bien, dans ce cas-là, la charge est déductible pour la société qui abandonne les créances uniquement à hauteur du montant de l'abandon de créance multiplié par la part détenue par les autres associés du capital. Troisième sous-partie dans les charges déductibles. Nous allons voir les particularités des charges calculées. Donc, ce sont les dotations aux amortissements, les dotations aux provisions ou aux dépréciations. Pour les amortissements ne doivent être pratiqués que sur des éléments de l'actif immobilisé soumis à dépréciation. Donc, on ne peut évidemment pas, et ça de toute façon en comptabilité les règles sont identiques, on ne peut pas immobiliser des terrains qui, par définition, ne subissent pas de perte de valeur. On ne peut pas calculer et déduire d'amortissement sur des fonds de commerce ou sur des immobilisations financières, puisque ces actifs-là ne perdent pas de valeur avec le temps. Donc, c'est comme en comptabilité, donc là, les règles fiscales sont alignées avec les règles comptables. On ne peut pas déduire de charges pour, en tout cas, amortissement sur des terrains, sur des fonds de commerce, sur des immobilisations financières. Donc, on ne peut pas calculer tous les ans une perte de valeur forfaitaire par an. En revanche, attention, il peut y avoir des dépréciations, c'est-à-dire une perte de valeur parce que, par exemple, vous aviez un terrain et puis tout d'un coup, ce terrain devient déclaré en zone inondable, donc le terrain va perdre de la valeur. Là, dans ce cas-là, c'est une perte de valeur qui n'est pas liée au temps, c'est lié vraiment à une situation particulière. Là, on peut calculer une dépréciation qui sera déductible comptablement et fiscalement. Mais ça n'a rien à voir avec les amortissements. Les amortissements, je rappelle, c'est une perte de valeur liée uniquement à l'usure de l'actif, grosso modo à l'usure du temps. Donc, qui dit amortissement dit usure du temps. Sur ces biens-là particuliers, c'est-à-dire terrain, fonds de commerce, immobilisation financière, ces amortissements-là ne sont pas déductibles. Donc, les amortissements sur les autres actifs, que ce soit des amortissements sur du matériel, sur des biens, sur des machines, eh bien, ces amortissements, évidemment, sont déductibles. Évidemment, s'ils ne sont pas exclus des charges déductibles par une disposition fiscale. Par exemple, tout à l'heure, on avait vu que les biens somptuaires,
enfin les dépenses somptuaires n'étaient pas déductibles, et bien évidemment, si vous avez une immobilisation dite somptuaire, eh bien les dotations aux amortissements ne seront pas déductibles. Vous détenez par exemple un yacht, donc qui est considéré comme une charge, un bien somptuaire, eh bien vous ne pourrez pas déduire de dotation aux amortissements sur ce yacht. Ça coule de source par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Le bien qui est, enfin le type d'immobilisation qui est un petit peu entre les deux, c'est les véhicules de tourisme, puisque les véhicules de tourisme ne sont pas vraiment des biens somptuaires, hein, puisqu'ils servent à l'activité de l'entreprise, mais le Code général des impôts donne une certaine limite qu'on a évoquée tout à l'heure, et donc évidemment ne sera pas déductible la fraction non déductible, comme on l'a vu tout à l'heure, pour les véhicules de tourisme. Autre charge calculée, autre que les amortissements, que les dotations aux amortissements, les dépréciations et les dotations en provision. Donc les dépréciations et les dotations en provision, ce sont donc c'est lorsque vous savez, que l'entreprise, la société sait qu'elle va avoir soit un actif qui va perdre de la valeur, soit qu'il y a un risque qu'il y ait une dette qui soit créée, par exemple dans le cadre d'un procès. Eh bien, dans ces cas-là, comptablement, il va être constaté une charge virtuelle, complètement virtuelle, puisque la dette n'est pas certaine. Lorsque la dette est probable, eh bien, sera constatée une dotation provision. Par exemple, vous avez un procès qui a tenté à la société, avec un risque d'être condamné. Eh bien, même si on ne sait pas quel exactement va être le montant de la condamnation, la société va constater une dotation provision pour anticiper la perte liée à ce procès. Pour être déductible, il y a plusieurs conditions. La charge doit être probable et pas seulement éventuelle. Donc attention, la nuance est très subtile. Une charge probable, c'est une charge dont le risque de survenir est plus important que si elle est éventuelle. Je m'explique. Par exemple, je vais prendre l'exemple d'une condamnation au prud'homme. Eh bien, lorsque vous engagez un salarié, il est toujours possible que le salarié vous attaque la société au prud'homme. Donc, c'est un risque qui sera éventuel. C'est pas sûr. C'est potentiel que ça arrive, mais le risque n'est pas certain. En revanche, si un salarié ou un ex-salarié lance une procédure auprès du Conseil des prud'hommes, eh bien là, la charge devient probable. Parce que vous savez qu'il y a un vrai risque d'être condamné puisque vous avez un procès, la société a un procès à gérer. La charge devient probable. Elle n'est pas certaine parce que la société n'est pas certaine d'être condamnée, mais il est probable qu'elle reçoive une condamnation. Donc vous voyez la différence entre éventuel et probable. Probable, ça veut dire que le risque de survenance, il y a des éléments concrets qui permettent de dire que cette charge va arriver, et potentiellement va arriver. Alors que éventuel, c'est vraiment un risque vague. Pour être déductible, une autre condition importante, c'est que la dotation doit être calculée précisément et ne doit pas être seulement forfaitaire. Il doit y avoir une base de calcul précise, justifiée, argumentée, pour calculer le montant de la dotation en provision. Elle doit se rapporter évidemment à une charge qui est elle-même déductible. Par exemple, une condamnation pénale n'est pas déductible. Eh bien, une dotation en provision pour une condamnation pénale ne pourra pas être déductible. Évidemment, pour être déductible, la charge doit être comptabilisée en comptabilité, doit être enregistrée en comptabilité, et elle doit résulter d'événements en cours à la clôture de l'exercice. Ça veut dire que vous ne pouvez pas anticiper un événement qui arriverait sur l'exercice d'après. Donc, par exemple, vous avez une problématique, un licenciement qui va donner lieu à un prud'homme. Il faut évidemment que ce licenciement ait eu lieu avant la fin de l'exercice. S'il a lieu sur l'exercice d'après, eh bien, on ne pourra pas réaliser, la dotation en provision ne pourra pas être déductible puisque ça ne concerne pas un événement arrivé pendant l'exercice. Donc, si vous constatez une dotation en provision pour un licenciement qui s'est mal passé, forcément, ce licenciement doit avoir eu lieu pendant l'exercice. Par contre, s'il a eu lieu sur l'exercice d'après, eh bien, la dotation en provision ne pourra être déduite qu'à partir de l'exercice d'après. Les dépréciations sur les titres de participation. Les titres de participation, ce sont des actions détenues par une société dans laquelle elle exerce un vrai pouvoir de décision et en tout cas sur du long terme. Donc elle exerce un pouvoir de décision et vraiment dans une idée de relation à long terme, à l'inverse des valeurs mobilières de placement dont on a vu déjà tout à l'heure la
différenciation. Eh bien, ces dépréciations de titres de participation ne sont pas déductibles. Donc, lorsque vous avez une filiale, eh bien, vous ne pouvez pas déprécier, enfin, en tout cas, fiscalement, il n'est pas possible de déprécier la valeur de ces titres. Donc, on ne peut pas diminuer le résultat fiscal du fait que des filiales de la société perd de la valeur. Pourquoi ? Parce que, évidemment, à partir du moment où vous possédez une société, vous pouvez très bien faire en sorte que la société perde de l'argent et de cette manière dire, bah voilà, comme la société perd de l'argent, bah moi je vais diminuer, la société va dire, bah, je vais diminuer la valeur des actions que je possède d'elle. Là, comme vous avez trop de maîtrise, la société a trop de potentiel de maîtrise de sa filiale, eh bien, le fisc, pour éviter tout risque de manipulation, va dire, eh bien non, vous ne pouvez pas déprécier les titres de participation. À l'inverse, lorsque vous faites une reprise de dépréciation de titres de participation, eh bien évidemment, la reprise ne sera pas imposable. Un peu comme tout à l'heure, on avait vu pour les pertes de change. Les pertes de change, par exemple, la dotation des pertes de change n'est pas déductible, et bien évidemment, la reprise de provision sur pertes de change n'est pas imposable. Même effet miroir. Enfin, nous allons voir la dernière partie de ces amphis, les plus ou moins values. Donc on va voir tout d'abord dans les plus ou moins values les principes. Déjà, qu'est-ce qu'une plus ou moins value ? Déjà, une plus ou moins value, donc ça peut être à la fois c'est soit un produit, dans ce cas-là c'est une plus-value, soit une charge, dans ce cas-là c'est une moins-value. Eh bien, une plus-value, c'est lorsque vous vendez une immobilisation. Donc lorsque vous vendez un matériel ou un titre de participation ou enfin bref, un élément de l'actif, non pas une marchandise, hein, on est bien d'accord, c'est pas une marchandise, hein, lorsqu'on vend un bien de l'actif type immobilisation, eh bien dans ce cas-là, lorsque vous vendez un bien immobilisé, vous allez constater une plus ou une moins-value. Si le prix de vente, si le prix de cession est supérieur à la valeur de l'immobilisation, dans ce cas-là, vous réalisez une plus-value. Si le prix de cession de l'immobilisation est inférieur à la valeur de l'immobilisation, dans ce cas-là, vous faites une moins-value. Alors, maintenant, la question c'est de savoir qu'est-ce que c'est que la valeur de l'immobilisation, quelle est la valeur nette ? Eh bien, la valeur nette, c'est le prix d'achat de l'immobilisation moins les amortissements cumulés jusqu'à la date de cession. Vous avez acheté un véhicule le 1er janvier 2010, eh bien, la valeur nette, ce sera le prix d'achat lorsque vous avez acheté le véhicule en 2010, moins tous les amortissements qui ont été comptabilisés jusqu'à la date de vente aujourd'hui. D'accord ? Et donc, si votre prix de cession est supérieur à cette valeur, vous réalisez une plus-value. Si le prix de vente est inférieur à cette valeur, eh bien, ce sera une moins-value. Lorsque une plus ou moins-value est constatée, il faut la catégoriser dans une des deux catégories suivantes. Donc c'est soit l'une, soit l'autre. Hein. Soit elle fera partie des régimes des plus-values et des moins-values à court terme, soit elle fera partie du régime des plus et moins-values à long terme. Eh bien, aujourd'hui, il faut savoir qu'avant ces régimes-là, la différenciation de ces régimes était très complexe. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. On va voir dans quel cas vous allez ranger les plus ou moins values à court terme et dans quel cas vous allez les classer dans les plus ou moins values à long terme. Eh bien, c'est simple. Les régimes des plus-values et moins-values à court terme concernent la plupart des cas. Donc, j'ai envie de dire que par défaut, la plupart des cas se situeront dans ce régime des plus et moins-values à court terme. Dans ce cas-là, eh bien, c'est très simple. Elles sont traitées comme un résultat ordinaire taxé au taux normal ou au taux réduit comme tout produit ou charge. Grosso modo, en gros, ça veut dire qu'il n'y a pas de retraitement particulier à faire. Vous avez déjà comptabilisé la plus-value ou la moins-value dans le résultat comptable, aucun retraitement à effectuer pour l'imposer de manière différente. Donc, dans la plupart des cas, les plus ou moins-values sont constatées en comptabilité, il n'y a rien à retraiter. Donc, on a comptabilisé le produit en 775, produit de cession des éléments d'actifs. On a comptabilisé en charge le 675 en 675, valeur comptable des éléments d'actifs cédés. S'il y a plus de produits que de compte 6, eh bien, c'est une plus-value. S'il y a plus de valeur comptable compte 6 que de compte 7, ce sera une moins-value. Et ce produit ou cette charge seront imposés eh bien, comme le reste. Donc, pas de problématique particulière sur les plus ou moins-values à court terme. Concernant les plus ou moins-values à long terme, eh bien, ça concerne les cas très particuliers suivants. Lorsque la société vend des titres de participation détenus depuis plus de 2 ans. Okay. Lorsque la société vend des titres de société à prépondérance immobilière cotés, donc cotés en bourse, hein, autant dire que ce sont des cas quand même pas si fréquents que ça,
Lorsque la société vend des parts de fonds communs de placement de risque FCPR, fonds professionnels de capital investissement FPCI et d'actions de société de capital risque SCR détenues depuis au moins 5 ans, donc là encore c'est des cas très restrictifs, hein, on en voit très peu dans la pratique. Alors là, ça peut arriver un peu plus souvent, lorsque la société vend des brevets et lorsque elle met en redevance, elle tire des produits de concession de brevets qu'elle détient depuis au moins 2 ans, la société vend un local professionnel en vue de transformation en logement. Donc dans ces cas-là, on rentre dans le régime des plus ou moins values à long terme. Donc vous voyez que ce sont des cas extrêmement spécifiques. La plupart des cas, vous êtes dans le régime des plus ou moins values à court terme et il n'y a rien de spécial à retraiter, si ça a été bien fait en comptabilité. Donc là, le régime des plus ou moins values à long terme concerne des cas extrêmement particuliers qui sont présentés là et qui sont relativement rares. On va dire que les cas les plus fréquents, c'est les cessions de titres de participation détenues depuis au moins 2 ans et les cessions de brevets et des produits tirés de la concession de brevets détenus depuis au moins 2 ans. Voilà, ce sont les cas les plus fréquents dans cette exception-là. Deuxième sous-partie des plus ou moins values, l'imposition des plus ou moins values à long terme. Juste précision, je rappelle, les plus ou moins values à court terme qui concernent la majorité des cas sont imposées dans les conditions normales, donc il n'y a pas de retraitement effectué particulier sur le résultat. Là, on va voir uniquement le cas particulier des plus ou moins values à long terme qui concernent finalement très peu de cas. Concernant les cessions de brevets et les produits tirés de la concession de brevets détenus depuis au moins 2 ans, d'ailleurs qu'on a vu en tout début dans le fil, eh bien, pour ces cessions de brevets et ces produits de concession, ils sont imposés à un taux à part, un taux de 15%. Donc, ces produits-là doivent être annulés du résultat comptable pour ensuite être imposés à part à un taux de 15%. Pour les cessions de titres de participation, donc les titres de participation lorsqu'on détient plus de 5% du capital depuis au moins 2 ans, le taux d'imposition est de 0%. Attention, donc seuls 12% de la plus-value brute seront imposés à l'impôt sur les sociétés. Donc 88% de la plus-value sera annulée du résultat comptable pour obtenir le résultat fiscal. Les moins-values ne déduisent pas le résultat fiscal et ne compenseront pas d'autres éventuelles plus-values. Le cas particulier des plus-values en cas d'indemnité d'assurance, alors si jamais ça arrive, mais c'est quand même relativement rare, lorsque l'assurance rembourse plus que la valeur comptable du bien, eh bien la plus-value nette à court terme qui pourra être répartie en principe par part égale à partir de l'exercice suivant, celui de la réalisation, sur autant d'exercices que le nombre d'annuités d'amortissement pratiquées sur le bien détruit ou exproprié sans que l'étalement puisse excéder 15 ans. Donc lorsque vous recevez un produit d'assurance, une indemnité d'assurance supérieure à la valeur de l'actif, eh bien vous avez vu, vous pouvez étaler l'imposition de cette indemnité sur le nombre d'années qui a été pratiqué en termes d'amortissement sur ce bien. Mais ça ne peut pas durer plus de 15 ans. Pour les cessions de titres de société à prépondérance immobilière cotée, donc de la même manière que tout à l'heure les redevances de brevets, elles seront imposées à un taux à part, à un taux réduit de 19%. Donc pareil, il faudra annuler le produit du résultat comptable pour obtenir le résultat fiscal et le produit de cession sera imposé à un taux de 19%. La plus-value, sera imposée à 19%. Si jamais vous réalisez une moins-value sur ce type de cession, eh bien, ces moins-values pourront s'imputer sur des plus-values nettes à long terme de cette même catégorie, donc sur exactement les mêmes types de cessions, pendant 10 années, ou sur des plus-values dégagées sur d'autres catégories de titres, hormis les titres de participation. Bon, là, on est quand même sur des cas très particuliers également. Dans le cas des cessions de parts, des plus-values sur des cessions de parts de fonds communs de placement à risque ou de FPCI ou de SCR détenues depuis au moins 5 ans, elles seront imposées à un taux réduit de 15% à part, un peu comme les cessions de brevets et les redevances de brevets. Dans le cas des plus ou moins values, des cessions de locaux professionnels qui sont vendus en vue de transformer ces locaux en logements. Eh bien, dans ce cas-là, les plus-values seront imposées à part à un taux réduit de 19%. Donc pareil, on annulera la plus-value du résultat comptable pour obtenir le résultat fiscal et cette plus-value sera imposée à un taux de 19%.
Troisième sous-partie, quel est le mode de calcul pour ces plus ou moins values à long terme? 3 étapes pour ce calcul. Vous allez compenser tout d'abord les plus ou moins values à long terme de même nature. Donc vous avez réalisé une moins-value par exemple sur des immeubles qui vont être transformés en logement. Vous avez des plus-values sur des cessions d'immeubles de bureaux qui vont être transformés en logement. Et bien vous allez compenser ces plus et moins-values pour obtenir une plus ou moins-value globale sur ces cessions-là. Ensuite, vous allez imputer les moins-values antérieures sur les plus-values de même nature. Si vous aviez vendu, par exemple, toujours dans le même exemple, des immeubles de bureaux pour être transformés en logement l'année dernière et que vous aviez réalisé une moins-value, eh bien, vous allez imputer cette moins-value sur les plus-values de cette année. Pour rappel, les plus ou moins-values à court terme sont imposables et déductibles dans les conditions normales, mais pour les plus-values à long terme, vous allez appliquer un taux particulier, les taux qu'on a indiqués précédemment. Pour les moins-values à long terme, la charge nette ne sera pas déductible, elle sera réintégrée en totalité. Elle sera imputable sur les plus-values à long terme des 10 prochaines années. Une fois ces calculs effectués, il faudra bien entendu déduire extra-comptablement, donc déduire fiscalement les produits de ces plus-values. Donc on va annuler les plus-values dans le résultat fiscal pour que ce résultat fiscal soit imposé au taux d'impôt sur les sociétés. Et ces plus-values à long terme devront être imposées au taux, à leur taux propre. On avait vu tout à l'heure, il y avait du 15% ou du 19% selon la plus-value. Donc voilà, cette partie clôture les amphis sur le module M3106. Nous allons donc les fois prochaines passer en TD, donc en TD sur Zoom, aux heures convenues, figurant sur vos emplois du temps. Les TD, les polycopiés des TD sont disponibles sur le même espace, vous allez le retrouver en PDF sur l'espace, et c'est ces polycopiés qui vont nous servir tout au long du semestre. Évidemment, au cours de des sessions Zoom de TD, vous pourrez bien sûr poser toutes les questions nécessaires. De toute façon, on approfondira tout ce que nous avons vu au cours de ces amphis, au cours des TD.